Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce tout premier épisode d'un tout nouveau format sur la chaîne, un format que vous attendez depuis longtemps, que je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Je vous présente donc le format que j'ai intitulé Nos jeux testés, décortiqués. Et aujourd'hui, on va commencer avec le premier épisode de la série. Et je vais te présenter les deux jeux que tu vois derrière moi, le jeu Scrolls au 3D et le jeu Shopping Riot. Allez, on attaque, go! Alors les amis, pour ce format, j'ai pensé faire chaque épisode en deux parties. Une première partie où je vais te partager un petit peu le processus qu'on a eu. Je vais te partager voilà, mon ressenti de la production de ces jeux, qu'est-ce qui a pu être difficile, pourquoi ça a été des bons choix de progresser dedans, ou est-ce qu'on a fait des erreurs, est-ce qu'on aurait pu gagner du temps. Bref, je vais te partager mon ressenti sur la production de chaque concept. Et en fin de vidéo, dans une seconde partie, je te partagerai les résultats des tests qu'on a pu avoir avec ces deux concepts et je te partagerai bien évidemment les conclusions qu'on aura pris. Est-ce qu'on a décidé de faire des sprints supplémentaires, est-ce qu'on a décidé de les archiver et de passer à d'autres concepts. Bref, je te partagerai un petit peu les coulisses de notre production de jeu, de nos tests et de notre quête du hit game. Allez, on attaque. On va attaquer tout d'abord avec Scrolls au 3D que tu vois sur la gauche. Je sais pas à quoi ça te fait penser, peut-être que ça te fait penser à la scie à chantourner. Je te mettrai une vidéo ici aussi. La scie à chantourner, je sais pas si tu te rappelles de ça, c'est quand on était peut-être plus petit en techno, peut-être si tu bricolais, si tu avais un atelier chez toi. Ce sont des outils avec une lame comme une scie sauteuse, sauf que c'est une lame plutôt fine qui vibre très rapidement. Donc il n'y a pas vraiment de grand risque de se couper. Donc c'est pour ça qu'on pouvait l'utiliser en techno et que je pense à cette anecdote là. Mais on pouvait usiner ce qu'on voulait. Du balsa, du bois, peut-être du plexis, enfin ça dépend des lames et de la puissance de la machine. Mais on pouvait créer des formes, on était très libre. L'avantage de ces machines, c'est qu'on peut faire vraiment des formes arrondies et autres. Et les scies à chantourner sont typiques pour créer des décorations en 3D. Il y a de la tendance 3D sur le marché des jeux vidéo mobiles, en particulier sur l'hyper casu. On s'est dit pourquoi pas tenter de relever le défi, d'essayer de rendre cette sensation là. Je t'en parle souvent sur la chaîne, il y a une tendance de crafting, de manufacturing, de faire les mouvements d'un métier, des mains d'un artisan. La scie à chantourner rentrait bien dans ce thème et on a voulu se prêter à l'exercice. Donc comme tu peux voir, on fait d'abord une face du cube et une fois qu'on a fini la face, on la pivote de 90 degrés et on peut faire une autre face. Normalement, en vrai, quand tu fais ça avec une vraie scie à chantourner, tu peux obtenir l'objet 3D en fonction de ce que tu as fait sur les deux faces perpendiculaires. Et il y a plein d'objets à créer, il y a des dauphins, il y a des petits animaux, des cerfs, il y a des objets connus autour de la scie à chantourner, plein de décorations de Noël et autres. Et on s'est dit qu'on voulait créer un jeu autour de ça et voir si on allait être capable de le faire. Alors pour celui-ci en particulier, la grande difficulté technique qu'il y a eu, c'est presque de créer un moteur 3D temps réel en rendu, parce qu'en fait on essaie de repérer des points de vertice sur deux faces, de faire des projetés, de trouver les intersections et à partir de ces calculs là, de régénérer des mèches. C'est un exercice tout nouveau pour nous, on s'était jamais prêté à l'exercice, on fait des gameplays, on fait des choses comme ça, mais commencer à rentrer le nez là-dedans dans ces features très complexes, honnêtement c'était une belle prise de risque et avec du recul, tu verras d'ici la fin de la vidéo, c'était un choix qui a été important. Tu vas voir un petit peu ce qu'on a pu en tirer sur les résultats. Donc comme tu peux le voir, on l'a présenté de manière très simpliste, on l'a pas polish à fond, il n'y a pas vraiment de feedback, de VFX ou autre, on a vraiment voulu tester la feature, la mécanique, et est-ce que cette mécanique pourrait plaire, pourrait avoir de la traction sur le marché. Pourquoi on n'a pas poussé plus loin? Parce que ça faisait déjà plusieurs jours qu'on travaillait dessus, on a passé bien 2 voire 3 semaines cumulées sans passer des week-ends, donc entre 10 et 15 jours de boulot dessus pour réussir à faire ces features techniques. Pour un rendu qui marche dans 95% des cas. Il y a quelques petits cas qui peuvent être particuliers et dangereux, et on s'est dit ça suffisait pour tester et c'était pas forcément nécessaire de passer beaucoup de temps à faire du polish dans tous les sens. On voulait voir si juste ça avait déjà une traction pour voir si ça méritait d'y passer des jours. On avait accordé beaucoup de temps dans le développement, donc j'ai pas voulu perdre de temps davantage dans le polish, je voulais déjà avoir une indication du marché. On voit ça dans la prochaine partie. Voilà un petit peu les enjeux qu'on a rencontrés sur ce concept là. Maintenant je vais passer au second jeu, Shopping Riot, tu vois sur la droite. Donc lui on l'a sorti aussi au début du confinement et comme tu peux le voir, bon on a voulu être un petit peu taquin et surfer sur les mèmes de l'époque où il y avait le PQ partout, c'était la pénurie dans les grandes surfaces. Et nous on s'est dit pourquoi pas faire un espèce de runner à la Perfect Slice par exemple, avec une mécanique très simple, on fait du hold, du tap, du hold pour changer de lane, et une lane qui nous permet d'être contre le rayon et ramasser des papiers toilettes, et une autre lane où on évite des obstacles. Et on a essayé d'ajouter des mécaniques de profondeur avec du perfect, du reward visuel pour avoir des boosts, devenir invincible si jamais on fait des near miss, des esquives des obstacles sur le terrain. Donc voilà ce que ça donne plus ou moins. Et à la fin on arrive à la caisse, on voit notre caddie rempli d'une pile de papier toilette, et donc on a cette récompense visuelle aussi du stacking, de l'aspect d'empilement, d'avoir empilé beaucoup d'objets et donc d'avoir plus progressé que sur les précédentes parties. C'est ce que je t'avais expliqué dans les précédentes vidéos lors de ma série quotidienne pendant le confinement. On n'avait pas travaillé de endgame sur celui-ci et on y réfléchissait, on a préféré tester d'abord sans endgame parce qu'ici on aurait pu prévoir la ligne d'arrivée au moment où on passe la caisse, prévoir que la pile tombe, qu'il y ait des espèces de combos, de reward un peu aléatoires avec des jackpots ou des choses comme ça pour les joueurs. Ça aurait pu impacter la rétention davantage, mais c'est évidemment du temps investi et avant de vérifier le potentiel d'un jeu, il faut prendre des choix. Donc nous on a préféré d'abord vérifier le potentiel marché, ce qu'on appelle la marketability, à savoir est-ce que les coûts d'acquisition seront intéressants, est-ce que les taux de clics pour chaque publicité seront intéressants et pourront nous permettre d'imaginer qu'on pourra scaler un petit peu l'acquisition sans que ça nous coûte plus cher, voire sans être pénalisé là-dessus. Et voilà, donc on a préféré faire ce choix-là. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais te partager les résultats des tests de ces deux jeux et tu vas pouvoir voir si on a fait des bons choix ou pas, ou si tu penses que ça allait être mieux, qu'on allait obtenir des meilleures stats que ce que je vais te partager ou pas, ou des moins bonnes ou pas. Donc je t'invite à me dire en commentaire déjà ce que tu penses de ces deux jeux visuellement, ou des mécaniques qu'il y a dedans, ou des tendances qu'on a voulu utiliser. Et n'hésite pas non plus à me partager en commentaire après tes ressentis vis-à-vis des résultats que je vais te partager.
partager. Alors, je vais commencer déjà par les résultats d'acquisition. Je peux pas te balancer tout le détail de tout, mais je vais te donner au moins des indications. L'idée, c'est que dans une phase d'acquisition, on veut vérifier s'il y a une bonne marketability. Je vais pas rentrer dans le détail, il y a plein de manières d'analyser. Je vais rester sur des choses assez simples qui sont communes dans le langage commun dans cette industrie. Je vais parler de CPI, même s'il y a bien d'autres manières d'aller approfondir l'analyse du potentiel de rentabilité. Sur le jeu de gauche, donc le scroll saut 3D, on est plutôt satisfait. On a un concept qui nous a permis d'avoir des coûts d'acquisition très intéressants, à la hauteur des 20 centimes, voire un peu moins pour les meilleures campagnes publicitaires. On avait aussi un bon taux de clic, 4% voire un peu plus, donc on n'est pas mécontent en termes de potentiel de traction marché. Par contre, tu vas voir que dans les chiffres de rétention, malheureusement, il n'a pas été aussi bon que ce qu'on aurait pu espérer. Donc ça, c'est pour le premier. Donc pour le premier scroll saut 3D, on peut être très content de nos coûts d'acquisition, ou au moins de potentiel du jeu. Et sur celui de droite, on a eu des résultats intéressants, mais un peu moins performants. Au lieu d'être autour des 20 centimes, on était plutôt autour des 35 avec celui-ci, qui n'est pas non plus déraisonnable, mais ce qui commence à demander quand même d'avoir une vraie profondeur de jeu pour avoir un playtime suffisant, avoir une session length suffisant, un taux d'affichage publicitaire suffisant aussi. Bref, c'est un peu plus difficile de se battre avec des coûts d'acquisition qui sont un peu plus élevés, bien évidemment. C'est le nerf de la guerre. On essaie de faire des coûts d'acquisition plus bas, ça nous coûte le moins cher possible d'avoir un joueur. On regarde combien un joueur peut nous ramener sur la durée. Si ça nous permet d'avoir un bénéfice net avec une certaine marge, on est content. Et plus on a une marge nette élevée, plus on peut faire des bénéfices. Voilà un peu comment synthétiser tout ça de manière très simple, plus complexe que ça. Mais donc voilà, on a eu après du 20 centimes, après du 35 respectivement. Plutôt content. Franchement, on a déjà eu des coûts d'acquisition bien plus élevés que ça, on va pas se mentir. Mais là, ça fait partie de nos bons candidats. Et maintenant, si on parle de rétention, pour cette première semaine et ce premier épisode, je vais te parler des ascenseurs émotionnels qu'on peut connaître en tant que créateur de jeu, parce que parfois tu as une métrique bonne, d'autres mauvaises, ainsi de suite. C'est jamais tout bon au même moment, sauf quand tu fais un hit. Et encore, c'est pas toujours idéal et parfait. Donc c'est le nerf de la guerre. Et là, je vais te partager dans quoi on est. On est en plein dedans, on est dans la guerre. À savoir que très bon coût d'acquisition, rétention très basse, coût d'acquisition moyen, rétention moyenne. Donc on n'a pas encore la chance d'avoir le potentiel hit game devant nous. Quand on a une rétention très mauvaise, ça devient un boulot de dingue pour essayer de switcher complètement le truc et de doubler voire tripler sa rétention. On a des rétentions aux alentours des 20-25% maximum à D1 et des D7 qui sont ridiculement basses. Donc malheureusement, passer les tests de rétention, ces jeux-là sont encore trop faibles. Donc après, c'est encore à nous de voir si on décide de faire des sprints supplémentaires ou si on décide de les arrêter là. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur ces deux jeux-là. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à apprendre sur cette feature technique, à s'éclater au niveau un peu arcade, feeling, sympathique, fun autour de celui-ci. Ça nous a intéressé aux aspects endgame, donc on aura appris beaucoup de choses, même si on a choisi de ne pas l'intégrer là-dedans et qu'on les a intégrés sur les concepts qui sont venus après. Donc je partagerai ça dans les semaines qui viennent. Cette série sort tous les vendredis soirs à 18h. Donc tous les vendredis, je te présente un ou deux jeux supplémentaires et tu vas voir, on va parler de endgame dans les prochaines semaines parce qu'on a fait ça récemment un peu plus intensément. Donc pardon, je me suis un petit peu écarté du sujet, mais je pense que c'est important pour toi de le savoir. Et voilà, donc malheureusement, des coûts d'acquisition plutôt intéressants, des rétentions pas à la hauteur. Et dans nos choix techniques, aujourd'hui, on est dans du prototypage intense et on s'est dit qu'on avait passé largement assez de temps sur celui-ci, que pour sauver la rétention de celui-ci, ça allait être très compliqué, qu'il fallait faire un énorme pivot gameplay ou autre. Et donc on a préféré l'archiver et passer à autre chose. Et pour celui-ci, on a pris plus ou moins la même décision aussi, même si on se garde une idée dans la tête de tester avec un endgame celui-ci, parce que ça nous prendrait peut-être une journée de boulot de faire un petit gameplay pour le endgame, et ça vaudrait le coup de voir si on peut aller gratter un peu de rétention. Celui-ci a une rétention un peu meilleure que celui-ci, des coûts d'acquisition un peu moins bons, mais honnêtes, sur lesquels on peut quand même travailler, et peut-être qu'on peut les amener un peu plus loin. La seule difficulté que j'ai sur celui-ci, c'est que je me dis, ça va être compliqué d'amener un jeu avec une vraie profondeur. C'est un jeu un peu lisse, qui risque d'être un peu monotone, avec juste du coup de stress, de la rapidité, de la dextérité, du tap timing, mais pas beaucoup plus. Donc tant qu'on n'apporte pas une idée vraiment révolutionnaire pour amener une vraie expérience de jeu supplémentaire dedans, ou une profondeur dans le gameplay, j'ai peur qu'on n'arrive pas vraiment à sauver notre rétention. Donc voilà ce que je veux te partager de manière très honnête sur ce qu'on a fait. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses également de ces deux concepts. Globalement, on a passé entre 10 et 15 jours sur celui-ci, donc majoritairement sur la feature technique, parce que comme tu peux voir visuellement, c'est pas trop cassé la tête. Il y a quand même les outline renderers, ces choses-là, enfin les line renderers et ainsi de suite pour donner du feedback. Celui-ci a été un peu plus polish, mais évidemment la mise en place du gameplay était plus facile, donc on a mis beaucoup moins de temps sur celui-ci. C'était moins de 10 jours, c'était 7 jours je crois cumulés tout d'un coup. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager avec les aspects de leveling, de UI et ainsi de suite. Celui-ci est déjà plus abouti. Voilà un petit peu, donc j'espère que ce premier épisode t'a intéressé, t'a plu. Je t'invite vraiment à me dire en commentaire tes remarques, tes ressentis sur chacun des jeux, à me partager ton ressenti sur les stats que je peux te partager. Donc voilà ce que je voulais te présenter dans ce premier épisode. J'ai hâte de te retrouver vendredi prochain 18h pour te partager le second épisode sur ces formats-là. Je tenais à vous remercier de m'avoir vu pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a intéressé, que le partage que je peux vous faire sur nos jeux qu'on a pu tester et les décortiquer un petit peu peut vous aider à avancer dans votre production de jeu aussi et dans la clarté de vos raisonnements ou de vos choix d'idées de jeu. Et j'espère que voilà, ça peut convenir à vos besoins. Je serais très ravi de le savoir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format, ce que vous aimeriez voir davantage, ce que vous trouvez inutile dans ce que j'ai pu vous partager. Et n'hésitez pas à me partager vos ressentis par rapport aux résultats de nos deux jeux. La semaine prochaine, vendredi à 18h, on se retrouve pour l'épisode 2. Je vais vous présenter deux nouveaux jeux. Et moi, je te dis à dimanche soir pour la prochaine vidéo. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games. À vendredi pour le prochain épisode et à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao!